Alors moi déjà, je voulais dire bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée des SPX Talks. J'espère que vous avez tous passé des très très bonnes vacances. Vous êtes prêts à repartir à fond pour cette nouvelle année. Avant de présenter Marion, enfin notre invité, lui laisser la parole, je voulais vous rappeler, je le referai en fin de talks parce qu'il y aura plus de monde, de vous rappeler de ne pas oublier le colloque qui aura lieu du 6 au 8 octobre à Luxembourg. Il nous reste quelques places, donc profitez-en parce qu'on vous a fait un programme top, vraiment. Et donc, en plus, on est dans un pays avec de nombreuses initiatives concernant l'expérience patient. On est dans 2 hôpitaux le premier jour et donc ça vous permettra de découvrir ce qu'ils font et c'est vraiment passionnant. Donc, n'hésitez pas, il nous reste entre 10 et 20 places. C'est pas beaucoup, mais c'est voilà. Si vous pouvez venir avec nous, ce sera parfait pour échanger. Donc ça, c'était mon petit message d'introduction. Donc, je vais laisser la parole à Marion Dragé. Comme vous avez vu dans la présentation écrite, elle est designer d'usage en santé et spécialisée dans la co-conception d'expériences patients. Marion a été aussi une patiente, donc c'est intéressant de nous expliquer comment elle est tombée dans l'expérience patient. Voilà, de par son expérience de patient et aujourd'hui de son expérience de professionnelle dans le domaine. Elle a coordonné un réseau de recherche sur les facteurs humains dans les technologies médicales. Elle est autrice de 2 ouvrages que j'ai lus pendant les vacances. Voilà, je suis très bonne élève, donc je vous laisserai, elle vous montrera et elle vous laissera les découvrir. Et voilà, donc je vais lui laisser la parole pendant 20 minutes et puis après on terminera par 10 minutes à peu près de questions pour ceux que ça interroge et qui ont des choses à lui demander. Donc voilà. Marion. Eh bien, merci beaucoup. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos questions concernant les livres. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir parler justement de la co-conception d'expérience patient. Effectivement, j'ai été patiente assez longtemps parce que j'ai eu des débuts dans la vie qui n'étaient pas forcément très évidents avec des troubles de développement sociaux, avec du harcèlement, avec une TCA qui a duré 17 ans. Donc, beaucoup de questionnements par rapport aux autres, par rapport à mon corps que je ne comprenais pas. Beaucoup d'injonctions contradictoires où je devais prendre soin de moi et en même temps où je devais lutter. Et finalement, assez peu de compréhension de mon environnement, enfin de mon entourage. Et j'avais l'impression de ne pas savoir communiquer comme il le fallait avec les professionnels de santé qui m'entouraient. Et parallèlement, je faisais en fait un diplôme en interaction machine, en design d'interaction. À l'époque, qui n'était pas forcément corrélé à la santé, mais qui a finalement servi chez Publicis S, où j'étais chef de projet UX. Donc l'UX, c'est l'interaction, c'est l'expérience utilisateur dans le design. Et là, c'était au service finalement de plateformes de santé, pour les laboratoires pharmaceutiques, pour vendre finalement les médicaments. Et j'ai voulu bifurquer vers plutôt le patient, l'expérience patient, avec finalement des certificats, des formations supplémentaires en détection des micro-émotions, en détection du stress cognitif, des mensonges, avec une formation en art-thérapie, en psychothérapie. Donc tout ça pour pouvoir justement accompagner au maximum le patient dans les différentes étapes de conception des services, des fonctionnalités, des dispositifs médicaux qui vont l'accueillir de la phase de prise en charge à la phase de rémission ou de stabilisation quand c'est possible. Je devais également en fait faire une thèse et donc elle est tombée à l'eau parce que mon directeur de thèse avait des problèmes de santé et donc il m'a dit c'est pas possible. J'en ai profité pour écrire 2 ouvrages que vous pourrez trouver aux éditions L'Harmattan. Le premier tome, c'est vraiment la recherche terrain et j'explique justement en fait comment faire la détection de mensonges. Donc attention, c'est pas la synergologie, c'est vraiment prouvé par la science. C'est issu d'une formation avec l'Institut NERA et Frédéric Thomas. J'explique tout ce qui est ethnographie numérique parce que l'usage du mobile n'est pas le même en fonction des familles. On peut pas s'adresser non plus à un adolescent ou à un enfant de la même manière qu'à un adulte. Les usages sont différents.
Il y a aussi l'ethnographie sensorielle, puisqu'en fait, au niveau des sens, l'expérience du malade est différente. Et puis, le deuxième tome, c'est vraiment tout ce qui est technique de co-conception, où on va pleinement appliquer finalement tout ce qui est design thinking, tout ce qui est atelier participatif, et comment amener les choses à se concrétiser, comment objectiver finalement les idées et les rendre palpables, usuelles, fonctionnelles et implémentables dans un univers socio-technique complexe tel que les hôpitaux. Donc voilà, tous ces deux bouquins sont pour moi complémentaires, mais ils peuvent être aussi achetés indépendamment l'un de l'autre. Sûrement que Valérie pourra faire son retour d'expérience ensuite suite à la lecture de ces deux ouvrages. J'ai été aussi du coup coordinatrice de réseau de recherche sur les facteurs humains dans les technologies médicales. Donc là, on a été beaucoup plus orienté vers le besoin du professionnel de santé en termes d'ergonomie et de fonctionnalité, et aussi tourné vers les nouvelles techniques de formation. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour par rapport à mon profil. On peut du coup passer à la slide suivante. J'essaie de me dépêcher pour laisser la place aux questions-réponses ensuite. Donc la méthode en double diamant, c'est une méthode qu'on peut trouver à la fois dans le design thinking, l'UX design qui est le design d'expérience utilisateur et qui en fait s'adapte complètement à la co-conception d'expérience patient, même si fondamentalement au niveau de la science, l'expérience patient, le design d'expérience patient est un domaine à part entière avec les théories et les applications qui lui sont propres. Donc la méthode en double diamant, c'est tout d'abord découvrir le terrain, donc bien comprendre en fait les dits, les non-dits, les discours et les biais dans le discours, aussi bien d'un point de vue patient que d'un point de vue professionnel de santé, et effectivement mettre en confrontation les données scientifiques et les données terrain, parce que des fois on a des données qui sont un tout petit peu surprenantes et c'est intéressant de les garder pour challenger les idées. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut faire de l'idéation de fonctionnalités ou de services de prise d'accompagnement de la prise en charge avec les patients, toujours en guidant les biais sociaux, parce que c'est difficile de mettre l'avis d'un patient au regard de celui du professionnel de santé qui le connaît. Donc voilà, mettre autour d'une table des gens qui n'ont pas d'enjeu entre eux, et puis voir aussi les sous-objectifs, parce que si on a un objectif thérapeutique, quels sont les autres sous-objectifs? Et généralement, on a le gain de temps, la confiance, la communication, donner les bons documents au bon moment. Et puis, ce qui est souvent oublié ou alors difficilement mis en place, c'est aussi l'accompagnement identitaire, parce qu'un patient qui est pris en charge ne sera pas le même qu'un patient qui est en rétablissement ou stabilisé, puisqu'il y a eu toute une évolution avec une métacognition qui l'a fait évoluer, avec des échanges avec l'équipe soignante qui l'a fait évoluer, et donc il est monté en compétences et en autonomie. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on ne peut pas du tout les accompagner de la même manière d'un point de vue fonctionnel, même si d'un point de vue humain, le professionnel de santé peut le comprendre et le mettre en place dans sa relation, il y a quand même des changements à faire au niveau, entre guillemets, mécanique, que ce soit numérique ou serviciel, au niveau de l'hôpital. Donc voilà, je reviens à ma méthode en double diamant. Après l'idéation avec les patients autour d'une table, on essaye de mettre en place avec des sprints, ce qu'on appelle des sprints, en fait, c'est sur une semaine, on va tester les idées, on va voir ce qui fonctionne le mieux, conserver les idées qui fonctionnent avec le moins de risques possible. Voilà, la matrice de criticité est hyper importante à mettre en place en santé, parce qu'on va aller vers les idées qui sont les plus faciles à implémenter dans cet environnement complexe et en même temps les moins risquées, forcément. Ensuite, on va les développer avec des techniques de co-conception, d'ateliers participatifs, toujours avec des méthodes de design thinking, donc qui vont permettre
de générer des idées et de les créer, de les de les concrétiser rapidement. Ça va aussi permettre une meilleure créativité de part et d'autre. Et ensuite, quand on parle de livraison en santé, donc là, on est vraiment sur une méthode en double diamant qui est applicable en UX comme en expérience patient, donc en XP. La livraison est toujours à cheval avec des tests d'implémentation. On ne peut pas dire qu'on livre une solution clé en main, ça n'existe pas. Il y a toujours une étape de petite implémentation, de petits tests d'un petit groupe. Et ensuite, on peut éventuellement parler, entre guillemets, de livraison, c'est-à-dire une implémentation un peu plus grosse, mais toujours avec un suivi important. On parle peu ou pas assez du suivi post-implémentation, mais c'est crucial en fait pour voir justement l'amélioration de la relation patient-médecin et du suivi de l'observance thérapeutique. Parce que c'est quand même les deux objectifs qui sont fondamentaux quand on travaille l'expérience patient. Et ensuite, effectivement, il y a le gain de temps, l'identité du patient, le confort au quotidien pour le suivi, etc. On peut passer à la slide suivante. Voilà, un exemple d'itération, c'est première itération, on va faire un premier développement d'une première objectivation finalement du service ou de la fonctionnalité qu'on imagine. Ça peut être avec du papier, ça peut être avec des dessins. Ensuite, on va faire une deuxième itération. Donc une itération, c'est quand on fait un échange entre les concepteurs, développeurs s'il y a, le patient, chef de projet, professionnel de santé. C'est un cercle en fait. On réfléchit, on bouillonne tous ensemble. Donc la deuxième itération avec les ateliers participatifs, c'est vraiment de voir en fait comment on peut améliorer ce premier concept fonctionnel. Et ensuite, la troisième itération, c'est là où on intègre vraiment tous les mécanismes pour faire en sorte que ce soit fonctionnel. Donc c'est une forme d'implémentation. Avec un dispositif médical numérique, on intégrerait par exemple l'intelligence artificielle avec toute la base de données nécessaire et toutes les sécurités au niveau data nécessaires. Au niveau service, ce serait vraiment implémenté physiquement dans le service les différents canaux de communication avec le patient et les professionnels de santé. Et ensuite, effectivement, on peut dire, là, c'est bon, on a une version finale de la solution. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, quand on travaille l'expérience patient, que ce soit dans une prise en charge avec un hôpital ou quand on travaille un dispositif où finalement il y a peu ou pas d'interaction avec le professionnel de santé, mais juste un suivi des données, on a toujours une fuite de l'expérience intime. C'est-à-dire que l'intimité du patient va être modifiée par ses retours d'informations, donc la manipulation d'un dispositif comme on le voit pour l'injection de l'insuline. C'est un signal sonore, ça va être un bruit, ça va être un grip, ça va être des informations sur l'application qui vont être suivies, qui vont être très détaillées et précises. Sur une montre pour un suivi médicamenteux, ça peut être des notifications effectivement du professionnel de santé ou un rappel de prendre un médicament. Il faut savoir que toute notification, toute manipulation s'intègre dans une vie sociale et non pas dans un cadre médical. Donc déjà au niveau de la communication, ça change les choses. On ne peut pas créer finalement une expérience patient qui soit hybride, c'est-à-dire quotidien et hôpital, s'il est complètement adapté à un environnement médical. Il faut vraiment qu'il soit adapté à un environnement aussi de vie sociale ordinaire pour que le patient l'accepte réellement et l'utilise sans peur d'une discrimination. Et le vécu de la maladie va être vraiment perçu via les KPI, donc les indicateurs entre guillemets de performance, ou en tout cas les suivis d'usage, de comportement, parce qu'on va voir s'il tient dans la durée, s'il est régulier ou pas. Sachant que l'usage d'un dispositif dépend aussi complètement de l'évolution et comme je vous ai dit, de l'empowerment du patient parce qu'il va avoir un usage différent, il va avoir besoin de temps de latence. Voilà, je vais faire un podcast avec Jeanne Coiffard la semaine prochaine et je lui disais, mais par exemple dans les suivis psy, on prend très peu en compte finalement le temps comme un temps de
pétrissage et de monter du pain, et ben nous c'est pareil en fait, en tant que patient on a besoin de temps et c'est pas linéaire, on peut pas avoir des rendez-vous tous les 15 jours et il faut pas s'attendre à une évolution linéaire, on a de temps en temps des chutes, des regains, un besoin de maturation finalement de notre corps, de notre identité, de notre voilà de notre évolution. Ce que je ne connaissais pas et que j'ai appris sur le terrain, et je pense qu'on va finir là-dessus parce que je pense qu'au niveau du temps on va être serré sinon, c'est qu'il y a un sentiment de trahison. Moi je l'ai pas eu ce sentiment de trahison là de mon corps parce que voilà j'ai été mal rapidement, mais quand on a connu un corps sain en bonne santé et que d'un coup en fait il n'est plus fonctionnel à 100%, qu'il a des problèmes, les patients peuvent se sentir trahis par lui, ne plus le reconnaître et en fait ils arrivent avec une appréhension en livrant ce corps qu'ils ne connaissent plus très bien aux professionnels de santé. Et si la communication n'est pas absolument transparente, s'il y a des indices de langue de bois ou si le patient en fait a des craintes, on va vite rentrer dans la défiance parce qu'il va avoir peur d'une seconde trahison. Et ça, en fait, c'est vraiment dans le discours et dans la recherche terrain avec des techniques notamment d'art-thérapie, d'expression par des médiums différents que le langage, parce que le déclaratif nécessite une sorte de capacité de métacognition qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Et bien, avec les couleurs, avec l'expression artistique, il y a cette dimension de trahison qui a été décelée et qui est hyper importante quand on fait une recherche terrain pour améliorer un service ou une prise en charge patient, parce que justement, ça met en exergue certains non-dits qui sont pas évidents à déceler, ni exprimer, ni à remettre sur le tapis. Voilà. Après, ça peut être, voilà, c'est très très dense. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense voilà, dans un premier temps, on peut peut-être commencer les questions si vous en avez. Après, je peux continuer, voilà, sur certains sujets si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire ou sur ce que vous entendez, sur le design ou l'expérience patient en général, enfin sur l'utilisation du design pour travailler sur l'expérience patient? Je vais peut-être rajouter une petite chose, que le design d'expérience patient est complètement corrélé à son parcours émotionnel. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les points de contact, ce qu'on appelle des points de contact avec l'équipe de prise en charge, avec l'hôpital, voilà. Et ensuite, on va voir dans son parcours de A à Z où sont les émotions négatives, où sont les émotions positives et comment on peut les accompagner. C'est vraiment au centre justement de notre travail. Oui, Soyoun, je vois que t'as ouvert ton micro. Je pense que pour avoir une idée, pardonnez-moi, peut-être vraiment pragmatique, est-ce que vous pourriez partager avec nous un exemple bien précis? Donc, on comprend bien évidemment le principe du suivi en double diamant, mais d'un point, je dirais, zéro, où vous êtes parvenu alors avec l'équipe, aussi bien des patients que des professionnels, à un résultat final. Oui, alors on a travaillé notamment sur la refonte du parcours des personnes atteintes d'hémophilie avec un switch thérapeutique. Et en fait, on a étudié un petit peu leur vie, leur quotidien, où sont les risques éventuels par rapport aux nouveaux médicaments, les oublis, l'apprentissage entre guillemets trop rapide, c'est-à-dire le trop plein de confiance qui ferait que finalement il y a un manque de prudence qui pourrait s'installer, les nouveaux symptômes qui pourraient ne pas très bien connaître. Et donc tout ça, on a proposé de les accompagner en fait, à travers le pharmacien, le médecin traitant, pour justement leur expliquer à quel moment ils doivent faire attention, les nouveaux symptômes, ce que ça veut dire, et créer voilà un support qui permette de les accompagner dans ce switch thérapeutique et ces nouveaux symptômes.
une chose qui était importante à connaître et qui nous avait perdu à ce moment-là, c'est que il cherchait avant tout un gain de temps parce qu'il faisait les allers-retours en fait un peu trop souvent où il y avait trop de routes avec le centre. C'était vraiment d'avoir un gain de temps sur l'année et éviter qu'ils aient à prendre finalement des jours spécifiques pour ça. Donc, l'expérience cumulée faisait qu'ils avaient la sensation voilà, de perdre une journée, qu'ils avaient la sensation de perdre en temps de trajet. Et nous, en fait, à l'année, avec le switch thérapeutique, on s'est rendu compte quand même qu'il n'y avait pas tant de gains que ça au niveau de la route. Et en fin de compte, d'un point de vue expérience cumulative, le patient, plus il le faisait et moins il le supportait. Et donc, en récupérant une petite quantité de temps sur l'année, ce qui était pas rien quand même, mais de l'extérieur qui ne justifiait pas d'avoir investi plus de 100 000 € dans le projet, si vous voulez, et le gain au niveau bonheur, au niveau contrôle de sa vie, de leur vie, a été supérieur, c'est-à-dire que c'était exponentiel. Et là, en fait, ça a permis de justifier tout le travail à côté, parce que ça permettait d'améliorer le confort au quotidien du patient. C'était pas juste des trajets, c'était l'expérience négative, cumulative sur l'année. Voilà. Et en fait, en redonnant un peu de contrôle aux patients, ça a amélioré voilà, son quotidien. Le switch était validé, mais nous, on devait vraiment poursuivre, en fait, accompagner ce switch de façon à ce que le patient, en fait, ne soit pas livré à lui-même avec ses symptômes, avec ses questions, avec ses nouvelles habitudes, sans avoir en fait des supports de communication, d'information, etc. J'ai une question de Marion. Merci beaucoup pour votre partage. La perspective émotionnelle et temporelle sur laquelle vous insistez résonne et est particulièrement intéressante. Dans les approches design que vous mettez en place, utilisez-vous l'art-thérapie que vous avez mentionné pour faire admettre les mots, les idées? Et si oui, comment, par exemple? Oui, alors effectivement, je l'ai déjà utilisé, c'était hyper intéressant. Ça dépend aussi avec qui on travaille, c'est pas forcément des techniques qui sont acceptées de toutes les parties prenantes. Mais en art-thérapie, moi j'utilise par exemple des mandalas de façon à ce que ce soit vraiment abstrait. Cadré et en même temps suffisamment libre pour que les patients puissent utiliser le médium qu'il veut, les formes qu'il veut, voilà. Et je demandais une expression, une création pour les moments charnières du parcours. Ce qui fait que finalement, je l'ai questionné. Donc il y avait tout un kit d'expression avec quelques questions, justement la sensation au niveau du corps, au niveau de l'émotion, où est-ce que se situe la chaleur, pour mieux comprendre ce qu'il vit. Et à côté, voilà, l'expression artistique. Comment il le voit quand il pense à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit comme couleur, qu'est-ce qu'il voit comme forme. Et en fait, il y a eu effectivement des expressions très différentes, puisque les patients ne se connaissaient pas et étaient répartis en France. Eh bien, on avait vraiment à chaque fois, à chaque moment, des indices, des sensations qui étaient visuelles en fait, mais qu'on ressentait du coup en les regardant, qui étaient similaires. On avait des choses similaires. Ça peut être des formes qui étaient un peu pointues, avec un peu plus de chaleur, un peu plus de rouge. Ça pouvait être des formes un peu plus rondes, un peu plus vagues, avec du jaune, voilà. Et après, effectivement, il y a l'interprétation des couleurs, où là, effectivement, on utilisait des techniques, plutôt la théorie de la symbolique. Ok, d'autres remarques? Je fais le tour. J'ai peut-être une question, moi, juste sur l'étape qu'on vit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un sujet que vous êtes en train de travailler sur comment utiliser le design pour faire admettre l'intelligence artificielle auprès des patients, travailler avec eux sur toutes les solutions qu'on peut leur proposer.
ça leur apporte, enfin, qu'est-ce que, à votre avis, ça apporte de travailler sur cette méthode, sur tous ces outils qui arrivent, qui bousculent tout le monde. Voilà, Alors, comment vous voyez les choses? Il y a deux choses. L'une, c'est qu'effectivement, en santé, on a cette sensation de trahison et de méfiance. Donc, le professionnel de santé qui utilise une IA va pas être perçu de la même manière que le patient lui-même qui va utiliser son IA générative à la maison. Donc, les risques qu'il y a, c'est si le professionnel de santé n'est pas formé au prompt pour aider le patient à domicile à utiliser une IA, il risque d'y avoir une scission, une incompréhension entre les deux professionnels. Donc là, on est vraiment sur l'interaction et l'expérience patient, mais sans forcément d'intégration de design. Le design serait vraiment de lier les deux usages. L'usage qui est en train de se mettre en place et qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas, c'est l'usage de l'IA générative à domicile, type de première nécessité. Ça va être la personne qui n'a pas de réponse quant à ses symptômes, ou le professionnel de santé, son médecin traitant n'a pas eu le temps de pousser le questionnement et lui dit je peux pas vous dire, vous voyez ce qui se passe dans les 3 jours et puis vous me tenez informé, ou alors on verra bien, et puis si vraiment ça va pas, on fera une prise de sang. Et le patient qui ne veut pas rester sans réponse, puisque aujourd'hui on est beaucoup plus impatient qu'avant, on a du mal en fait vraiment à prendre sur nous, mais c'est l'air du temps, c'est la société qui veut ça. Il va se tourner vers l'IA générative type ChatGPT, il va lui demander ce qu'il a, avec soit une question toute simple, soit avec un prompt, soit en lui disant pose-moi autant de questions qu'un médecin pourrait le faire pour pouvoir avoir un premier diagnostic, et il va avoir effectivement une réponse. Une réponse qui peut être biaisée justement par son déclaratif patient, qui va poser une question qui est déjà orientée ou biaisée, par son biais de sensation, parce qu'il va avoir une proprioception qui est particulière et il va faire attention à certains symptômes et puis peut-être pas à d'autres qu'il a depuis plus longtemps. Et donc tout ça, en fait, finalement, ça pourrait biaiser sa compréhension de son état, puisque le ChatGPT va lui intégrer des nouvelles informations. Qu'est-ce que ça va faire? Il va se sentir plus puissant, mais peut-être un tout petit peu en décalage. Il va être davantage en défiance par rapport au médecin parce qu'il va déjà avoir une information dans la tête. On l'a connu avec Dr Google, où les patients arrivaient avec des informations et puis c'était très difficile de leur retirer ça de la tête. Donc aujourd'hui, cette IA de première nécessité est déjà en fait dans les foyers. Faut pas se leurrer, ça va être un usage qui va se démocratiser, qui va se démultiplier, qui a déjà un taux de pénétration énorme au niveau de la population, donc au niveau de la santé, voilà, ça va être très important. Donc l'idée, c'est comment on va l'intégrer dans une prise en charge, que ce soit au niveau du pharmacien, au niveau du médecin traitant, ou au niveau des spécialistes, parce que les performances de l'IA sont impressionnantes. Aujourd'hui, un médecin avec une IA est moins performant qu'une IA toute seule. Donc voilà, il va falloir en fait voir au niveau de l'éthique où se situe le curseur et comment on peut accompagner des pratiques avec le design. Voilà, c'est vraiment ça, c'est comment favoriser les ponts. Bon, on pourrait continuer cette discussion intéressante longtemps. Malheureusement, il est 12h29, donc voilà. Merci Marion beaucoup, vraiment pour cette intervention intéressante, vraiment. Je me permets de refaire le petit message, mais on vous a mis en lien l'inscription, les quelques places qui nous restent pour le colloque du mois d'octobre. On vous a mis un lien si vous voulez venir avec nous participer. Après, vous n'êtes pas obligé de venir 3 jours non plus. Donc voilà. Merci à tous pour votre participation. On vous fera passer l'invitation pour le prochain rendez-vous début octobre. Voilà, merci à tous. Et on vous donnera les coordonnées de Marion si vous voulez aussi continuer à aborder certains sujets avec elle, voilà, sur le design et l'expérience patient. Oui, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Très bonne journée.